Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence sur l'infarctus du myocarde. Pour en parler, je suis avec le docteur Robin. Bonjour docteur, vous êtes cardiologue interventionnel à la clinique Convert. Alors, la pathologie cardiovasculaire, c'est la deuxième cause de mortalité dans notre pays. Vous avez mis en place la prise en charge des infarctus dans l'Ain. Oui, c'est ça, je vais essayer de vous expliquer un peu l'histoire de cette aventure. Eh bien, nous vous écoutons. Ok. Écoutez, mesdames et messieurs, bonjour et merci de l'organisation de l'invitation pour évoquer donc, le sujet de l'infarctus du myocarde dans l'Ain, qui a occupé de nombreuses journées et nuits ces dernières années en ce qui me concerne. Donc, le cœur qui nous intéresse dans ce topo, c'est l'organe cœur. Donc, comme vous le voyez sur cette vidéo, le cœur est une pompe, comme vous le savez, qui perfuse tout notre organisme, faire circuler le sang dans les artères. Et cette pompe cardiaque est elle-même alimentée par des petites artères qu'on appelle donc les artères coronaires, parce qu'elles couronnent le muscle cardiaque, comme on voit sur la petite vidéo en bas à droite, qui est une reconstruction scanographique. Il y a 3 artères coronaires principalement, 2 à gauche et 1 à droite. Donc l'infarctus myocardique, qu'est-ce que c'est? C'est pas vous, hein. Vous n'avez pas reconnu. Et là, il y a une surprise à la fin. Ah bon? Soyez pas impatiente. Et donc, essayer. tout commence sur la plaque d'athérome, qui est donc du cholestérol qui se dépose dans la paroi de l'artère. Ceci est provoqué par les années qui passent, l'hérédité, le diabète, l'hypertension et malheureusement le tabac, qui reste encore très présent, notamment chez les femmes. Vous voyez sur cette vidéo le cholestérol qui se dépose dans la plaque d'athérome, la fait grossir. Et à un moment, un caillot de sang peut se former et empêcher le passage du sang dans la lumière de l'artère coronaire. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le thrombus, dans notre jargon de Toubib. Comment on fait le diagnostic de l'infarctus? En fait, ça peut être fait normalement très simplement par un médecin qui possède un électrocardiogramme. En fait, vous avez un ECG normal sur la gauche et qui se transforme sur la droite avec, nous, on appelle ça un sus-décalage du segment ST. En fait, c'est cet aspect d'eau de dromadaire. Pas confondre avec le chameau qui a 2 bosses. Et donc, oui, ça c'est pour vous expliquer que en fait, tout se joue dans les 3-4 premières heures concernant l'infarctus. En fait, dans les 3-4 premières heures se font l'essentiel des dégâts sur le muscle cardiaque. Et donc, vous voyez, si on doit passer du point C au point D, vous avez à gauche en ordonnée la réduction de mortalité et en abscisse le temps qui passe entre le moment où la douleur a commencé, donc le moment où l'artère est occluse, et le moment où on débouche l'artère. On voit que si on passe du point C au point D, c'est-à-dire si on gagne 1 heure de temps à peu près, on arrive à réduire la mortalité de 30 à 50%. Après 4 heures, malheureusement, les dégâts sont déjà bien constitués et c'est moins une course contre la montre. Donc, en fait, l'essentiel des dégâts au niveau du muscle cardiaque se font dans les 3-4 premières heures qui suivent l'occlusion de l'artère du cœur. Et l'occlusion de l'artère du cœur est signée cliniquement par une douleur. Et une fois qu'on a fait le diagnostic, comment on fait donc pour déboucher, recanaliser cette artère? En fait, historiquement, il y avait une technique qui s'appelait la thrombolyse. La thrombolyse, si vous voulez, c'est une espèce de super desktop chimique qui va casser le caillot de sang dans l'artère. Et s'est développée une désobstruction mécanique qu'on appelle l'angioplastie. Pourquoi l'angioplastie a pris le pas sur la thrombolyse? Parce que c'est un problème d'efficacité. La thrombolyse, en fait, dans les études, est efficace au mieux dans 60% des cas, car l'angioplastie, on arrive à être efficace dans 95% des cas. Vous avez ici un caillot de sang qui obstrue une artère coronaire. Vous voyez le verre qui arrive, en fait, c'est la thrombolyse, le super desktop dont je vous parlais, qui va arriver à déboucher l'artère, mais que dans 60% des cas. Et l'angioplastie, donc qu'est-ce que c'est? En fait, on va directement dans la lumière de l'artère, mécaniquement, avec un petit guide. Vous voyez, ça c'est mon job. Ce guide nous sert de fil d'Ariane pour monter un ballon sur lequel est serti un stent qu'on déploie en gonflant le ballon et en impact la plaque de l'intérieur, on chemise la paroi de l'artère par l'intérieur pour lui restituer son calibre normal et rendre le flux du sang normal. Je veux rendre quand même hommage au pionnier de cette technique, donc le docteur Kreutzig, qui en 1977 est à l'origine de cette révolution. C'est un Suisse à Zurich qui, pour la première fois, avait, vous voyez, sur la gauche, dilaté cette artère. Avec, à l'époque, on n'avait que le ballon. Il avait mis au point un ballon et vous voyez le résultat après.
Et le premier stent implanté a été implanté cocorico par un Français, le professeur Jacques Fuel, qui nous a également quittés, qui était un Toulousain, un émérite personnage également, qui a implanté, vous voyez ici, sur une artère interventriculaire antérieure, en haut, la flèche jaune, un stent. À l'époque, c'était des stents auto-expansibles à mémoire de forme. Aujourd'hui, comme je vous ai montré sur la vidéo, c'est des stents qui sont sertis sur un ballon qu'on déploie en gonflant le ballon. Et donc, l'infarctus du myocarde, ça concerne encore à peu près 200 patients par jour en France. Et vous voyez sur ce graphique, ce qui est important d'observer, c'est que la mortalité entre 1995 et 2005 a été divisée par 2, justement grâce au déploiement de l'angioplastie dont je vous parlais, la technique de désobstruction mécanique. Et devant ces résultats, les tutelles, donc l'Agence régionale de l'hospitalisation à l'époque, a décidé de déployer plus de salles de coronographie sur le territoire national pour essayer de gagner encore sur la mortalité. D'où l'émergence d'un centre de coronographie à Bourg-en-Bresse, puisque je vous ai expliqué qu'une heure de transport sur les 3-4 premières heures du début de l'infarctus, on pouvait sauver beaucoup de vies et préserver éviter beaucoup de séquelles aux patients. D'où le début de l'aventure, et c'est comme ça que moi je suis venu à Bourg-en-Bresse pour lancer cette activité. Donc on a fait en 2008 les premiers patients avec nos amis du SAMU 01. On a mis en place une ligne téléphonique d'urgence 24 heures sur 24 qui existe encore. Et voilà comment ça se passait. Donc Vous ne nous avez pas donné le numéro là, c'est dommage. Ouais. C'est un piège. Et donc voilà, c'est la salle dans laquelle je travaillais à l'époque. Sur le stand. Vous voyez, c'est la prise en charge donc, du patient en phase aiguë. Comme ça, vous voyez, ça c'est donc l'artère qu'on injecte avec un produit qui est opaque au rayon X. Et donc ça nécessite un appareillage lourd avec beaucoup de personnel pour prendre en charge les patients en urgence. Et voilà mes collègues infirmiers qui travaillent avec moi. Et vous voyez, donc il y a un appareil qui tourne autour du patient pour pouvoir faire des photographies des artères du cœur dans tous les sens. Et en même temps que moi je tourne l'appareil, on fait des injections de produits opaques au rayon X. Donc vous voyez, c'est du matériel lourd qui nécessite beaucoup de personnel. Donc c'était une aventure qui était humaine, technique et structurelle. Je vais vous résumer ça rapidement. Donc d'abord humaine, parce qu'il a fallu faire venir des cardiologues à Bourg-en-Bresse. Je vous ai fait ici un peu une chronologie de l'arrivée des différents cardiologues qui ont rejoint Christophe Robin sur ce projet sur les 10 dernières années. Oui, le docteur Salah est le dernier à arriver. Ici, il vient du Kurdistan irakien, il est venu à pied, pour la petite histoire. Il a repassé tous ses diplômes de cardiologie en France. Quelqu'un d'extrêmement brillant. Et donc, nous sommes organisés autour de la maison du curé des Vaisseaux, avec 3 plombiers. Donc, le docteur Maillot, le docteur Nouri et le docteur Robin. Dessous, vous avez 3 électriciens, le docteur Picaras, le docteur Tanazak et le docteur Examam, qui ont également mis en place une astreinte de rythmologie 24 heures sur 24 depuis 10 ans. Donc, si un patient qui a besoin d'un pacemaker, par exemple, le week-end, c'est possible de le faire, il n'y a aucun problème. Et donc, vous avez le docteur John, le docteur Mbala, le docteur Bourresque et le docteur Bobillet, qui travaillent avec nous sur le projet, qui assurent l'activité de consultation et de pérennité des soins, permanence des soins, au niveau des soins intensifs cardiologiques, la clinique Convert. 24 heures sur 24. Donc. 24 heures sur 24, bien sûr, 7-7. Et donc les aspects techniques, vous l'avez vu, sont importants pour cette technique de désobstruction mécanique. Et donc on a tout un tas de petits jouets pour rendre service au mieux aux patients. Donc, comme je vous expliquais, il y a une thrombose, donc un caillot de sang qui occlue l'artère. Donc on a des systèmes pour aspirer le caillot de sang. On arrive à aspirer toutes sortes de caillots de sang, vous voyez. On a une belle collection. Mais il ne faut pas non plus être trop fanatique de la technique. Ce que je vais vous montrer ici, c'est que parfois, il faut savoir ne pas aspirer le caillot de sang. Que vous voyez ici, en fait, c'est l'espèce de petite tache blanche, là, vous voyez, qui est appendue juste en dessous du rétrécissement. Vous avez une petite tache blanche, en fait, c'est un caillot de sang. Et ça, le risque, par exemple, si vous allez vouloir aspirer systématiquement ce caillot, vous risquez de détacher et qu'il aille emboliser la distalité de l'artère. Donc là, le sang dans l'artère est préservé, le sang circule normalement, il n'y a pas de ralentissement circulatoire. Donc on a laissé, vous voyez, c'était le 7 août 2012, en haut à droite. Donc on a laissé le patient 3 jours sous anticoagulant, laisser un petit peu le temps à l'artère de se nettoyer. Vous voyez, si l'artère est bien nettoyée, il n'y a plus de caillot de sang maintenant. Donc ici, on peut réaliser l'angioplastie en toute sécurité. Donc vous voyez, une fois le rétrécissement réparé, l'artère a repris un calibre normal, avant, après, comme chez le coiffeur. Et donc parfois, quand on débouche les artères du cœur, comme ici, vous voyez, on a débouché l'artère coronaire droite,
on tombe aussi sur des occlusions chroniques. Vous voyez, en fait, la coronaire droite de ce patient réinjecte la coronaire gauche, mais à contre-courant. En fait, ce patient, il avait présenté un infarctus là, mais en fait, on a la surprise de découvrir qu'il a également une occlusion chronique ancienne. C'est des artères qui peuvent être occluses des fois depuis plusieurs années. Et donc, je ne vous cache pas qu'elle ait débouché cette artère, comme on voit ici. C'est un challenge pour l'angioplasticien parce que c'est occlu, c'est comme un tunnel éboulé, si vous voulez, depuis des années. Donc, il faut prendre du matériel dédié avec des guides très résistants pour être efficace. Et si on y arrive, ce qui est le cas bien sûr sur cette vidéo, sinon je ne la montrerai pas. J'allais vous poser la question. Excellent résultat. Donc ce patient, voilà, avant, après, comme tout à l'heure, et ce patient, donc on lui évite la chirurgie de pontage, donc qui est une chirurgie lourde qui nécessite 1 mois d'hospitalisation, enfin 1 mois de rééducation cardiaque et 1 semaine d'hospitalisation avant. Voilà. On tombe parfois, les sténoses, en fait, sténose dans le jargon de Toubib, c'est synonyme de rétrécissement. La sténose, donc le rétrécissement des artères coronaires, en fait, quand elle est très ancienne, l'athérome se calcifie. Donc, on a besoin d'outils aussi pour faire face à cette situation. Voilà, ici, je gonfle un ballon, mais vous voyez, ce ballon, il fait le nœud papillon, en fait. Au niveau de sa partie centrale, vous voyez, le ballon n'est pas expandu, donc on sort une fraise. C'est la tête que vous voyez à droite. En fait, c'est une fraise qui tourne à 180 000 tours minute, qui est branchée sur un appareil où on a de l'air comprimé qui, je peux commander moi manuellement avec le pied ici. Et ici, on a un indicateur du nombre de tours minute. Et donc là, vous me voyez à l'œuvre. Le son passe mal, je crois. Vous voyez, donc en fait, là, je suis en train de poncer l'artère. Et j'ai une Claudine, une de mes infirmières historiques, qui surveille le nombre de tours minutes sur le moteur, parce qu'il ne faut pas bloquer la fraise, bien sûr, dans l'artère, sinon c'est un peu compliqué. Et donc, vous voyez ici la fraise, on surveille son passage dans l'artère. Une fois qu'on a pu fraiser efficacement, le ballon, vous voyez, cette fois-ci est déployé sur toute sa longueur, et on peut déployer le stent avec un résultat angiographique parfait. Il faut bien sûr pouvoir traiter les lésions de bifurcation. Vous voyez ici 2 artères qui sont rétrécies avec une lésion qui prend la bifurcation. Donc bon, ça c'est, on sait faire, on ne sait pas faire, mais c'est pas si compliqué quand on a été formé et qu'on a le matériel. Mais bon, il faut avoir le matériel. Vous voyez ici, avant, après, voilà. Et donc tous ces examens, dans la mesure du possible, en tout cas depuis que moi j'ai mis en place le centre, on essaie de le faire par voie radiale. En fait, ce qu'on sait maintenant depuis plus de 10 ans, c'est que, enfin, vous avez peut-être des amis ou des connaissances qui ont eu ce type d'intervention par voie fémorale historiquement, mais la voie fémorale est exposée à beaucoup plus de complications hémorragiques, surtout que c'est des patients chez lesquels on met beaucoup de médicaments fluidifiants. Donc l'hémostase, c'est-à-dire le contrôle du saignement, est souvent un peu difficile. Et par voie radiale, on n'a pas du tout ce problème. Vous voyez, ici, c'est un petit bracelet qui comprime l'artère radiale. Le point de ponction, on le devine derrière. Et donc pour l'infirmière, il y a une surveillance qui est très facile. Et simplement 4 heures de compression suffit pour que le patient ne saigne pas. On a développé depuis 2-3 ans maintenant une voie plus distale encore sur l'artère. On pique sur le dos de la main, vous voyez. Et ici, la compression, au lieu de se faire pendant 4 heures, se fait que pendant 2 heures. Vous voyez, le petit système, en fait, est sous le point de compression, voilà, et on retient le système. Et vous voyez, quand on a tout retiré, il n'y a pas d'hématome, c'est parfait. On a ici, on a également des possibilités de mesurer la pression dans les artères du cœur avec un petit guide, en fait, qui est le même type de guide que celui qu'on utilise pour faire les angioplasties. Donc, dans le jargon, on parle de FFR, c'est pour fraction de flux de réserve. En gros, on mesure la perte de charge. Vous voyez le petit guide que je vous ai sorti hier, avec au bout un petit système qui transmet en Wi-Fi les informations sur une base où on récupère les courbes de pression. Et en fait, ça nous permet de mesurer le gradient de pression entre l'amont et l'aval de la sténose. Ça nous permet, dans certaines situations, de savoir s'il y a nécessité ou non de compléter avec une angioplastie et un stent. On peut même également visualiser, avec une technique qu'on a mis en place déjà il y a bientôt 10 ans, on peut visualiser la lumière de l'artère du cœur de l'intérieur. Ce que vous avez ici, vous voyez qu'il y a une très haute définition, puisque l'échelle ici, c'est 1 mm. Vous avez une artère normale. Ça, c'est la lumière de l'artère. En noir, en fait, il faut imaginer que c'est le sang qui circule. Et ici, c'est la paroi de l'artère, vous voyez, qui est normale. Et en fait, chez ce patient-là, il y a un hématome, vous voyez, dans l'épaisseur de la paroi, qu'on ne voyait pas, nous, quand on injecte à l'intérieur. Ce qu'on voyait, nous, simplement, c'est un rétrécissement de l'artère, parce qu'en fait, l'hématome plus bas, vous voyez, était compressif au niveau de la lumière. Voilà, et encore plus récemment, on a mis en place dans la structure ce qu'on appelle la lithotripsie intracoronaire. La lithotripsie, peut-être ça parle pour certains, c'est historiquement une technique qui servait à casser les lithiases, les cailloux qui étaient dans les voies urinaires, notamment les gens qui faisaient des lithiases rénales.
Des fois, ils passaient dans une baignoire. Historiquement, on envoyait des ondes de choc pour casser les petits cailloux dans les voies urinaires. Et en fait, on fait la même chose maintenant dans les artères coronaires. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une technique qui est super efficace et pour nous très facile à mettre en œuvre et qui est plus facile d'utilisation, plus facile à mettre en œuvre que le fameux rotablateur que je vous ai montré avec la fraise qui tourne vite. Là. Voilà, et après l'aventure technique, il y a bien sûr l'aventure structurelle, c'est-à-dire il a fallu adapter petit à petit les locaux dans lesquels on travaille et les outils qu'on utilise au quotidien pour prendre en charge les patients en urgence, donc depuis janvier 2008. Et donc le premier gros challenge, c'était d'ouvrir les soins intensifs cardiologiques, puisque la clinique Converge, jusqu'en janvier 2012, les patients étaient couchés, après la prise en charge en angioplastie, étaient couchés systématiquement dans le service de réanimation médicale. Et donc en janvier 2012, on a ouvert une unité de soins intensifs cardiologiques. À l'époque, il y avait eu un petit reportage de FR3. Je ne sais pas si le son va passer, mais... Non, ça ne passe pas. Personne ne peut monter le son. C'est pas grave. En tout cas, ce que le reportage disait, c'est que voilà, là, c'est un patient qu'on prend en charge en urgence. J'avais fait une urgence devant Donc là, je pique l'artère radiale. Et on met en place le petit tuyau qui permet d'aller jusqu'au cœur. Et en fait, là, je suis en train d'expliquer que, vous voyez, il y a un rétrécissement ici, dans l'artère, mais on ne voit pas très bien, là. Si on devine ici, vous voyez, le rétrécissement sur l'axe principal. Et donc, qui empêche le sang de circuler. Et on va donc mettre un stent dans cette artère. Vous voyez le stent qui est sur le ballon, qui est serti sur le ballon, là, vous voyez, il est presque invisible, le stent. Et une fois que le stent est déployé, vous voyez, on devine quand même, j'espère que vous voyez un peu, le sang circule à nouveau normalement. Et donc, l'intervention est terminée, il ne reste plus qu'à retirer la sonde et le petit tuyau dans lequel on passe au niveau du poignet. Et le patient va regagner le service de soins intensifs cardiologiques, donc l'on venait d'ouvrir, c'était en janvier 2012. Donc là, c'est anesthésie générale. Locale. Anesthésie locale, tous les examens sont faits sous anesthésie locale. Il n'y a pas besoin d'anesthésie générale. Donc là, oui, c'est les anciens soins intensifs cardiologiques qu'on avait à l'époque ouverts. Et donc, j'accélère un peu parce que je vois le temps qui passe. Après, vous allez... À peine. Voilà. Et donc, en octobre de la même année, nous avons changé la salle de coronographie qui était en bas. Et donc, pour ne pas casser le flux patient, nous avons fait venir une salle de coronographie qui était dans un semi-remorque. Donc, à l'époque, il y avait un petit article dans le Progrès. La salle de coronographie était là-dedans et on a fait un petit film pour... Ah, voilà, le son passe, dis donc. C'est le Progrès. Donc voilà, le SAMU qui arrivait. Le patient est pris en charge directement dans le camion. C'était une aventure qui a duré 1 mois en octobre 2012. Donc là, c'est mon collègue plombier, Dr Maillot, qui officie. Avec ses petits guides. Là, c'est le produit de contraste qu'on injecte. Vous êtes combien à chaque fois? Vous êtes un cardiologue? Sur des procédures compliquées, on peut s'habiller à 2. Deux, ouais. Mais plus généralement un. Et puis autour de vous, combien de personnes? Il y a au moins 2, il y a au moins 2-3 infirmières avec nous. Voilà, donc là, l'intervention est finie. Le patient, il y a une espèce de pont-levis pour descendre du semi-remorque. On avait fait un haut vent devant les urgences et le patient remonte aux soins intensifs. Donc c'était en octobre 2012, lors de la mise en place d'une salle neuve en bas. En juin 2015, nous, on avait rénové nos locaux de consultation, que peut-être certains connaissent. En un mois, on avait cassé tout l'intérieur et fait une banque d'accueil pour essayer d'améliorer un peu l'accueil des patients en consultation. Et donc en novembre l'année dernière, nous avons même étendu nos locaux de consultation. Mais bon, les patients se peignent encore de ne pas pouvoir consulter avec nous parce que c'est compliqué, on est un peu victime du succès. Et donc en janvier cette année, nous avons fait une extension de l'USIC à 10 lits. Je vous rappelle qu'il n'y avait que 6 lits quand on a ouvert en janvier 2012. Donc ça, c'est l'USIC actuelle, vous voyez. Donc qui est sur le même site. On a étendu, on a fait des chambres sur la longueur. Vous voulez bien rappeler ce que ça veut dire USIC? Unité de soins intensifs cardiologiques. Ouais. Unité de soins intensifs cardiologiques. Et voilà.
la cerise sur le gâteau, c'est le mois de juin de cette année où nous avons 2 salles de coronarographie qui ont été ouvertes, dont une salle qui est dite hybride, qui permet, outre l'activité de coronarographie, de faire l'activité de vasculaire avec notre collègue chirurgien vasculaire avec qui on fait certaines interventions à 4 mains, et l'activité de rythmologie pour les explorations électrophysiologiques. Ouais, mais alors vous pouvez nous expliquer un petit peu là, Je vous dirai peut-être après, je vais finir le topo. Donc ça, c'est la salle de stand. coronarographie, vous voyez, qui est au moment de l'installation. Ça, c'est la salle de surveillance entre les 2 blocs, la salle hybride. Et ça, c'est tous les petits fils qui connectent le bazar, mais je vous assure, ça marche, comme on voit ici. Voilà, donc ça, c'est la salle de coronarographie. Ça, c'était mon collègue docteur Nouri, qui est en train d'officier. La salle de surveillance avec nos infirmières. Et là, la deuxième salle, le docteur Maillot, qui était en train de faire de la plomberie aussi. Donc ça, c'est la salle hybride, qui est un petit peu plus grande, plus spacieuse, parce que les interventions vasculaires, des fois, nécessitent plus de matériel. Voilà. Et donc, quoi qu'il en soit, l'activité d'urgence continue. Comme ici, je vous montre un électrocardiogramme. Je vous dis un patient qui a mal. Donc la douleur, c'est une douleur thoracique constrictive classiquement, irradiation dans le bras gauche, irradiation dans la mâchoire inférieure. Parfois, ça peut être même une douleur abdominale isolée chez certains patients, mais quoi qu'il en soit, si on fait un électrocardiogramme, comme vous voyez ici, en zoomant, on voit le fameux sus-décalage dont je vous ai parlé, l'aspect en dos de dromadaire. Et donc ce patient, c'était, excusez-moi, je vais un peu vite, ce patient, c'était une coronaire droite. Vous voyez ici, il y a la petite sonde qui arrive au niveau de l'artère du cœur, et quand on injecte, il y a un stop complet, l'artère est occluse à 100%. Donc un patient qu'on a fait récemment, vous voyez, la qualité de l'image est super avec les nouvelles salles Canon qu'on a mis en place. Et vous voyez, mon collègue là, a passé le guide dans l'artère du cœur. Et vous voyez la distalité du guide qui est radio-opaque. Donc il a passé le guide et le sang, simplement au passage du guide, le sang circule à nouveau. Par contre, on voit ici la lésion, vous voyez le rétrécissement, la plaque d'athérome qui était occlusive. Et donc là, il y a le déploiement du stent sur le guide. Et vous voyez, après l'implantation du stent, l'artère est normale. Et donc les résultats, donc c'est simplement pour vous évoquer ceci. Déjà, c'était sur les 2 premières années d'activité, donc en 2008 quand je suis arrivé, ces 2 années là où j'étais tout seul à gérer les infarctus. Il y a des statistiques qui ont été faites à l'époque par un réseau qui existe toujours. Il y a Nicolas qui est là, Nicolas Hidou, l'attaché de recherche clinique, qui travaille pour ce réseau, qui est un réseau régional, qui collige en fait toutes les données des infarctus dans le périmètre. Vous voyez, ça va de Valence jusqu'à Bourg-en-Bresse, et il y a 3 secteurs. Le secteur sud, Valence, secteur centre, c'est tous les centres lyonnais, et secteur nord, il y a Bourg-en-Bresse isolé. Et en fait, ces statistiques à l'époque montraient, donc sur la zone nord qui nous concerne, qu'on avait un temps arrivée-ponction, c'est-à-dire le moment qui sépare l'arrivée du patient en salle et le moment où on lui ponctionne l'artère radiale pour aller voir ce qui se passe, qui était un des plus courts, qu'on faisait quasiment 100% de nos patients par voie radiale et qu'on avait une mortalité à 2%, elle était plus élevée ailleurs. On avait déjà à l'époque la mortalité la plus faible de la région. Je vous ai sorti l'activité depuis quelques années. Vous voyez, l'activité d'infarctus aigu est à peu près stable, en légère augmentation, mais on voit qu'à l'épisode Covid, forcément, on a un effondrement. Que les urgences relatives correspondent aux personnes âgées qu'on prend de plus en plus en charge, oui, comme augmente. Et surtout, on peut noter que le nombre d'infarctus avec arrêt cardiaque a battu tous les records en 2020, année de la pandémie, du fait du retard de prise en charge. En fait, depuis 2016, la clinique est classée dans les 40 meilleurs centres nationaux, dans les classements qui sont régulièrement pondus. Et dans une revue qui a été pondue la semaine dernière, le dernier classement, donc la clinique se retrouve en première position de la région Rhône-Alpes-Auvergne et 9e sur le plan national pour plus de 300 cliniques en France qui prennent en charge les infarctus. Et c'est pas si mal pour une petite ville comme Bourg-en-Bresse, qui est la 178e ville de France. Voilà la surprise. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Merci pour cet exposé très pointu, c'est vrai, mais néanmoins très intéressant. Maintenant, on sait qu'on peut faire un infarctus et qu'on n'est pas en danger dans le secteur de Bourg-en-Bresse. C'est rassurant. Merci beaucoup.